Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter les animateurs d'atelier qui ont officié ce matin. Donc, Monsieur Denis Vigneron, maître de conférence en espagnol, qui travaille sur la littérature de jeunesse et qui s'intéressait à dire le réel. Il est également référent international à l'INSPE de l'Académie de Lille. Madame Chantal Berdier, qui est maître de conférence HDR en aménagement et génie civil, qui travaille autour de la problématique des déchets organiques en milieu urbain. Monsieur, Monsieur Nicolas Vallat, qui est psychologue clinicien et qui officiait au titre de la MGEN et qui a travaillé qui a présenté l'éco-anxiété. Et enfin, Madame Bérangère Roulet-Renelot du réseau Canopé, qui, elle, est médiatrice, donc à Canopé, et qui envisage le numérique au travers de la problématique de la sobriété numérique. Étant donné que vous n'étiez que dans un seul, vous n'avez pas encore le don d'ubiquité, nous allons demander à nos intervenants de nous dire, en quelques mots, quelques phrases, eh bien, ce qui s'est dit dans les ateliers auxquels nous n'avons pas assisté. Quel était le message que vous vouliez faire passer en quelques mots? Et nous demanderons à la salle, à ceux qui ont participé aux ateliers, de compléter, si nécessaire, le message qu'ils veulent donner. Je vais commencer par Monsieur Denis Vigneron, qui est à ma droite. Dire le réel. Donc, bonjour à tous. Oui, donc moi je suis maître de conférence en espagnol et j'ai voulu montrer à travers le petit atelier qui vient de se dérouler, montrer que être enseignant de langue ou de lettres ne nous empêchait pas d'aborder la question de l'écologie, du développement durable. Et mes recherches m'ont amené à travailler sur un corpus de littérature de jeunesse. Et pendant l'atelier ce matin, eh bien, j'ai présenté un certain nombre d'ouvrages qui aident les enfants à prendre conscience du monde dans lequel ils vivent. Et au cours de l'atelier, j'ai aussi montré, d'une manière plus générale, en allant aussi dans le domaine des études littéraires, que la littérature est une manière d'aborder ces thématiques. Et j'ai cité deux axes qui semblent importants pour ce qu'on appelle l'éco-poétique et également l'éco-critique. Eh bien, ces deux axes sont la littérature verte et la littérature marron. La littérature verte, c'est celle qui produit des textes qui nous invitent à rechercher l'harmonie avec le monde et sans doute aussi à le réenchanter. Et puis la littérature marron, qui est la littérature pessimiste, c'est celle qui va nous faire prendre conscience de toutes nos dérives et aussi de la dégradation de la planète. Donc, très résumé, voilà, c'était cet axe-là un peu théorique et puis une présentation d'ouvrages de jeunesse sur ce sujet. Non, ce que je voulais dire, pour avoir assisté à l'atelier, c'est la démonstration que pour saisir la complexité du monde et de ses problématiques, on rentre souvent par les sciences. Et Denis nous a ouvert les portes d'un autre domaine qui est celui de la sensibilité, de l'esthétique, de la poésie. Et je crois que ça donne une très bonne pas une alternative, mais une autre entrée qui peut, là aussi, à la fois en formation, mais dans les classes avec les élèves, donner des pistes pour celles et ceux qui auraient quelques parfois difficultés à rentrer en contact par le monde, par les disciplines instituées. Voilà. J'ai voulu montrer également que la biodiversité, en fait, c'était une question linguistique. Il y a une biodiversité linguistique et que pour prendre conscience du réel,
eh bien, il faut aussi savoir le nommer. Hélène ? C'est ce que j'allais dire, c'est que je suis linguiste comme toi, donc je suis assez sensible aux mots et aux émotions. Et tu nous as bien montré qu'on a besoin de savoir nommer pour identifier, faire sens d'un monde qui peut amener une forme de prostration et on n'ose pas agir. Et que par l'action, parce qu'on sait nommer, on peut faire prendre conscience aux élèves qu'ils peuvent être vraiment acteurs. Et j'ai aimé ce message à la fois positif, mais pas non plus gnangnan et pas non plus dans le déni. Et je trouve que là, tu nous as donné en fait une entrée pour vraiment amener nos élèves à travers la littérature, aux non-scientifiques comme moi par exemple, mais d'autres élèves, comment ils peuvent agir. Et ça, j'ai trouvé très très bien, surtout pour des enfants qui ont peut-être peu de vocabulaire, et à travers les littératures, ils vont pouvoir nommer. Quand on nomme, on a moins peur. Alors, je peux en tout cas vous en citer deux, parce que j'ai présenté un corpus assez varié, et étant hispaniste, j'ai aussi présenté des ouvrages espagnols, mais deux albums en français qui me semblent assez intéressants. Un ouvrage qui s'appelle « Voyage à Poubelle-Plage ». Et ce voyage à Poubelle-Plage, c'est un livre d'Elisabeth Bramy. C'est un livre très intéressant puisque c'est un livre qui se destine à faire prendre conscience de la détérioration du littoral, et en même temps, tout le livre se décline sous des formes de vers, des vers en âge. Donc, à Poubelle-Plage, quand j'y vais pour mettre ma serviette de plage, il faut commencer à faire le ménage. La rage. Voilà, des petites phrases comme ça. L'album se finit de la manière suivante. Alors, enfants de tous âges, vous avez compris le message. Maintenant, qui s'engage, hein? Donc, voilà, ça, c'est un album très intéressant, très beau, très esthétique, parce qu'en plus d'une richesse du texte, il y a une très grande richesse de la part de l'illustrateur. Et puis, le deuxième album que j'ai présenté, c'est un album du jardinier paysagiste que vous connaissez peut-être, qui est Gilles Clément. Et Gilles Clément a réalisé un album qui s'appelle Un grand jardin. C'est un très grand livre, hein, le format déjà. C'est un livre qui est grand comme un jardin. Et c'est un livre qui se déplie comme les anciens almanachs de jardiniers. Il est en 12 parties, puisqu'il y a 12 mois. Hein, ça reprend les 12 mois. Et pour chaque mois, il y a une réflexion à la fois philosophique, poétique aussi, sur les saisons, sur la vie du jardin, et puis aussi parfois des petites activités. Hein, donc on s'est arrêté tout à l'heure sur l'activité au mois de juillet. Et le mois de juillet, eh bien, c'est la saison où on va aller récolter ce qu'on a planté. Et c'est aussi la saison où on peut se permettre de prendre un microscope et d'aller observer ce qui se passe dans la terre. Donc il nous explique tout ça. Et l'idée principale de Gilles Clément, son concept qu'il a, parce que Gilles Clément c'est aussi un penseur, hein, il a écrit plusieurs ouvrages sur nos sociétés et nos jardins, et il a défini un concept qui est celui de jardin planétaire ou de jardinier planétaire. Et à travers cet album, en fait, il veut sensibiliser les enfants au fait que, eh bien, on cultive son jardin, ou on doit cultiver son jardin comme on doit cultiver sa planète. Merci Denis, qui est intarissable, comme vous le voyez, en mots. Et Nathalie, je vais passer la parole. Oui. Juste peut-être pour compléter la réponse à la question, on mettra à disposition toutes les ressources qui auront été produites. Les présentations, si les collègues qui sont intervenus l'acceptent, bien entendu. On vous mettra à disposition les captations vidéo qui sont en cours. On vous mettra également à disposition des éléments de bibliographie qui ont été construits. Et puis, si vous en êtes d'accord, mais on rééchangera là-dessus, on mettra aussi à la disposition de tout le monde les adresses de tout le monde, les adresses des participants et participantes, parce que
En grand frustrateur, je vois que je coupe court à pas mal de conversations. Il y a beaucoup d'échanges et je pense que c'est important, et certains d'entre vous l'ont demandé, que les échanges puissent se poursuivre au-delà de ces 2 journées et demie. Donc avec votre accord, encore une fois, on vous mettra à disposition la liste de l'ensemble des participants avec les adresses. Pardon pour cette parenthèse. Je passe la parole à Madame Chantal Berdier. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai parlé de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, on va dire. J'ai fait une présentation sur la question des déchets, pas n'importe lesquels. J'ai parlé des biodéchets, c'est-à-dire la partie putrescible des déchets que nous avons dans nos poubelles grises aujourd'hui, et notamment de ces biodéchets au regard des exigences de la loi d'ici fin 2023. Toutes les collectivités doivent proposer une solution pour les biodéchets des ménages. C'est une production diffuse. Comment les collecter? On va faire maigrir la poubelle grise et on va devoir chercher des filières de valorisation pour ces biodéchets. Vous avez vu arriver probablement, je ne sais pas où vous habitez, mais enfin, il y a des box qui ont été mis sur l'espace public en apport volontaire pour ces biodéchets des ménages. C'est-à-dire c'est les épluchures, le reste des assiettes, etc. pour les box. J'ai présenté les résultats d'un projet de recherche financé par l'ADEME qui s'appelle Valor, valorisation des biodéchets. C'est les premiers résultats pour montrer que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, sur la métropole de Lyon, 92% de ces biodéchets sont incinérés. Et on va les enlever donc, de la poubelle grise via un choix qui a été fait, c'est la question du compostage. Plusieurs formes. Ça peut être du compostage en pied d'immeuble, dans les jardins partagés, du vermicompostage ou du compostage industriel. Pour les box que vous voyez sur l'espace public, c'est du compostage industriel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un certain nombre d'enjeux territoriaux où ce qu'on essaie de faire, c'est de recirculariser sur un territoire donné la matière, les flux de matière. Si je produis du compost sur le territoire de la métropole, ça doit aller donc dans un rayon de 30 km pour fertiliser les champs aux alentours. Donc on a l'idée d'un bouclage territorial. Et ce qu'il y a aussi derrière, c'est comment faire pour faire adhérer les populations à une nouvelle injonction de tri, parce qu'on triait déjà le papier carton, on triait le verre. Aujourd'hui, on va leur demander de trier leurs biodéchets. Donc on est face à une nouvelle injonction avec de nouvelles contraintes. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est comment on peut utiliser la question des biodéchets pour aller vers des problématiques environnementaux qu'on connaît, notamment le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, et montrer aussi la question du bilan carbone de ce type d'activité, et aller dans les écoles pour faire de l'éducation environnementale auprès des plus jeunes, installer, pourquoi pas, des composteurs. Il y a des associations qui le proposent. Donc il y a de multiples implications possibles de cette injonction de trier les biodéchets. Mon rôle là-dedans, avec d'autres collègues, nous sommes en train de produire un ouvrage, un guide du compostage à destination de l'ensemble des collectivités territoriales qui vont être face à ces choix et leur montrer à quels enjeux et à qu'est-ce qu'ils vont répondre comme type de questions en termes de proximité, en termes de création de liens sociaux, en termes de création d'emplois, d'insertion. Il y a beaucoup de choix et on peut avoir un mixte de solutions intégrant à différentes échelles ces différents choix. Donc je vais aller un peu... Voilà. Merci, c'était vraiment un super atelier, merci. Et je voudrais juste revenir sur l'approche économique, parce qu'en fait, finalement, ouais, c'est encore une nouvelle injonction. Donc, on va être obligé de... Et comme vous l'avez dit, et non seulement ça va nous obliger d'adopter des nouveaux comportements, mais en plus, on va devoir payer les investissements technologiques qui vont accompagner cette démarche-là. Et à un moment donné, à quel moment est-ce qu'on va changer la vision des choses, c'est-à-dire plutôt dire, voilà, toi tu as ce comportement responsable, et tu vas avoir un retour monétaire. En fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est revenir aux consignes
Avant, on posait notre bouteille de lait. Voilà. Et du coup, on récupérait des pièces. Moi, enfant, nous, on adorait faire ça. C'était les enfants qui... Du coup, on récupérait les pièces et on allait s'acheter des bons becs. Enfin, voilà. Et je sais pas, à un moment donné, il faut à un moment récompenser les gens plutôt que de les punir. C'est vrai. Il y a des réflexions sous le retour de la consigne en France. En Allemagne, c'est déjà le cas. Il y a des consignes, y compris pour les bouteilles de Coca-Cola, même en plastique. Il y a des consignes pour des bouteilles en plastique qui vont durer une dizaine d'utilisations. On marque dessus. En France, on a encore la question des lobbies, qui est encore une question très, très prégnante. Quand bien même on a créé Éco-emballage, dont la mission était de faire diminuer les emballages, on n'a pas vraiment vu le résultat. On paye pour la valorisation des emballages qu'on pourrait éviter, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Mais nous n'avons pas pris aujourd'hui cette direction. On continue à les produire et on met des systèmes correctifs pour corriger les choses les erreurs que nous faisons. Alors qu'on pourrait faire l'éloge du vrac, faire d'autres choix. Aujourd'hui, on en est loin. La question financière est une question importante. C'est vrai que nous misons, nous, en France, sur des réponses technologiques et industrielles. Et ces réponses-là ont un coût. Et le coût est supporté, évidemment, par les citoyens, par tout un chacun. Malheureusement, on en est là. Quand bien même les discours politiques commencent à dire on va faire autrement, mais on n'a toujours pas mis en place de façon suffisamment drastique des restrictions qui feraient que les industriels seraient obligés de changer leur fusil d'épaule et de changer leurs pratiques. Alors, le compost, s'il sort d'un site de valorisation, il est normalisé. S'il est normalisé, il peut être utilisé par les agriculteurs. Mais les composteurs qui sont faits dans les composteurs dits en pied d'immeuble ne peuvent pas être vendus. Ça ne répond pas à la norme. Nous, en France, nous avons des normes, et notamment en termes d'hygiénisation. On veut être sûr qu'il n'y a pas d'activité microbienne capable de contaminer la chaîne alimentaire. Et donc, de ce fait, on ne peut vendre que des composts de ce type. Les agriculteurs, un dernier mot sur les agriculteurs, parce que je les ai interviewés, ils sont très frileux, parce qu'ils m'ont dit, premièrement, on nous a donné les boues venant des stations d'épuration des eaux usées, et après, on nous a dit qu'on a contaminé les sols, et maintenant, on veut nous fouler le compost, on est méfiants. Ils sont plutôt méfiants pour beaucoup d'entre eux. Mais sachez aussi qu'un certain nombre d'agriculteurs ont sous leur exploitation, quand elle est de taille suffisante, des unités de méthanisation, de compostage. Ils le font aussi avec leurs propres déchets. Voilà. Mais ce n'est pas gratuit, c'est payant pour les agriculteurs. C'est ça la réponse. On ne leur donne pas, ils doivent le payer, et ils disent que c'est assez cher pour des rendements. Alors, on est dans un cycle naturel de fertilisation. C'est moins efficace que les produits chimiques. Ça met plus de temps, en fait. Voilà. On va passer la parole à M. Nicolas Ballard. Oui, alors je suis intervenu aujourd'hui sur la question de l'éco-anxiété. Pour résumer en quelques mots, j'ai envie de dire qu'on a échangé ensemble sur le fait que l'éco-anxiété n'était pas une anxiété et que le terme était excessivement trompeur, puisque en fait l'éco-anxiété est une réaction naturelle de beaucoup de gens qui se questionnent sur l'avenir et sur leur positionnement vis-à-vis des changements climatiques. Alors on a pu définir ce qu'était l'anxiété, on a pu réfléchir ensemble à ce que pouvait masquer ce terme et son emploi, et puis surtout on a pris un temps à la fin pour réfléchir ensemble sur quelles étaient les solutions et comment, en tant qu'adulte responsable et aussi institution, on pouvait se positionner pour limiter les effets de cette anxiété, qui avant tout est un frein à l'action et au positionnement des jeunes sur cette question-là. Puisque, je vais te préciser, l'éco-anxiété est avant tout un phénomène qui touche majoritairement les moins de 25, moins de 30 ans. Voilà. J'ai essayé de faire court, peut-être des questions. Je voulais juste vous signaler qu'il y a un podcast qui a été fait par l'Université Lyon 1 sur le sujet. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube du SSU, Service de Santé.
Et alors, moi, j'ai participé effectivement avec mes voisins à cet atelier qui était très intéressant. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas le don d'ubiquité parce que ça a l'air vraiment passionnant ce qui s'est passé à côté aussi. Et on a beaucoup, enfin, on a comment dire, beaucoup gêné notre intervenant parce qu'en fait, on a cessé de lui poser des questions. Et ça montre en fait à quel point cette question-là, elle interroge. Elle interroge certes le formateur qui est là pour former des futurs enseignants, mais elle interroge peut-être les parents, que sont certains d'entre nous. Elle interroge l'individu, c'est-à-dire nous-mêmes. En fait, on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion en disant, mais finalement, parmi nous, il y a peut-être des échos anxieux. Dans cette réunion, il y avait peut-être des échos anxieux, en fait. Et finalement, ce positionnement, c'est en gros déjà le fait de défaire la définition initiale d'éco-anxiété, c'est quelque chose qui effectivement interroge parce que oui, on connaît la raison. Et malheureusement, selon la personnalité de chacun, on va se retrouver avec est-ce que je peux agir ou pas? Et deuxième question, si j'agis, est-ce que ce sera suffisant? Et quel est l'avenir du monde? Donc on a beaucoup parlé aussi effectivement de collapsologie et la difficulté pour les jeunes de se positionner vers l'avenir en raison en fait de ces questions-là. Et je pense, enfin, on attire la conclusion quand même qu'il y avait un vrai sujet à interroger dans la formation des enseignants, effectivement, totalement transversale évidemment, et qui pose la question du rapport au monde et du rapport à l'avenir en fait. Bonjour. Lors de mon atelier, nous avons fait un focus sur une éducation A, donc l'éducation à la sobriété numérique. Pour être très brève, je retiendrai 4 mots. Tout d'abord, le mot ambivalence. Le numérique, on le sait, qui est autour de nous, il faut questionner ses usages. Et donc, lors d'une activité qui a été proposée lors de cet atelier, on a justement réfléchi autour des impacts positifs et négatifs du numérique dans notre quotidien et en particulier dans le monde de l'éducation. Donc tout d'abord cette ambivalence, savoir que le numérique est quand même nécessaire. Comme deuxième mot, je retiendrai le mot démarche. On en a beaucoup parlé hier. L'éducation à la sobriété numérique, ce n'est pas juste une suite d'éco-gestes. On peut construire une éducation cohérente en passant par de la sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique. On va essayer de rendre visible l'invisible. On passera par une éducation en utilisant aussi du numérique, donc par le numérique. Et on arrivera sur un troisième axe d'éducation pour la sobriété numérique, donc rendre nos élèves acteurs. J'en suis à mon deuxième mot, le mot démarche. Débat, le troisième mot. Lors de l'atelier, on a pu tester quelques activités. J'étais ravie des nombreux échanges suscités par ces activités. On se rend compte qu'avec nos élèves, c'est la même chose. La thématique de la sobriété numérique, la thématique du numérique, suscite du débat. Et la question, c'est de savoir comment initier ce débat et comment l'encadrer. Je finirai par un dernier mot qui est le mot formation. On a évoqué hier en fin d'après-midi la difficulté de mener une formation à l'éducation à la sobriété, à l'éducation au développement durable de manière générale, et donc ça implique l'éducation à la sobriété numérique. Pour moi, j'y vois 2 forces. Une première force, c'est les formations multimodales. Le numérique, c'est une force pour, je pense notamment aux webinaires, pour diffuser de la formation sans que les gens aient à se déplacer. La deuxième force pour moi, c'est la formation multi-acteurs. On prenait l'exemple tout à l'heure en atelier des écoles académiques de formation qui ont été créées. L'INSPE est un acteur de cette école académique, Réseau Canopé également. Les services académiques en font bien sûr partie. Et moi, je le vois comme une force. Je ne sais plus, peut-être vous, Madame Jalabert, qui avez mentionné hier qu'il fallait 70 ans pour former tout un personnel éducatif d'une académie. Si on est plusieurs acteurs dans la formation, je pense qu'on peut réduire ce temps-là
Et donc, je vous remercie en tout cas pour les échanges très riches qui ont eu lieu lors de cet atelier.